Bonjour, c'est Gabriel. Aujourd'hui, Dracula, l'archiviste des âmes. La chandelle vacillait dans le courant d'air qui s'infiltrait par les volets mal ajustés, projetant des ombres dansantes sur les milliers de documents soigneusement rangés dans la bibliothèque du château. Vlad referma délicatement le carnet de cuir rouge qu'il venait de terminer, les dernières confessions d'une jeune femme de Londres, morte de la tuberculose 3 semaines plus tôt. Il avait suivi son déclin à travers ses lettres à sa sœur, puis dans son journal intime qu'il avait acquis après les funérailles. Chaque vie humaine était un livre qui se refermait trop vite. Depuis 3 siècles maintenant, il collectionnait ces fragments d'existence avec la méticulosité d'un bibliothécaire et la tendresse d'un père pour ses enfants. Car c'était bien cela. Ces mortels étaient ses enfants spirituels, même s'il ne le soupçonnait jamais. Il se leva de son bureau d'ébène et parcourut lentement les allées de sa collection. Ici, les correspondances amoureuses de 3 générations d'une famille de marchands vénitiens. Là, les carnets de bord d'un capitaine anglais qui avait exploré les mers du Sud. Plus loin, les recettes et confidences d'une sage-femme française qui avait mis au monde la moitié d'un village avant de mourir dans son lit, entourée de ceux qu'elle avait aidés à naître. Vlad connaissait par cœur chacune de ces vies. Il avait appris à lire dans toutes les langues d'Europe, puis d'ailleurs, pour ne rien perdre de ces témoignages. Il savait que Maria Benedetti avait eu peur d'épouser Giovanni, qu'elle avait fini par l'aimer passionnément, qu'elle avait pleuré la mort de leur premier enfant pendant des années avant de retrouver la joie avec les suivants. Il connaissait les doutes du capitaine Hartwell face aux tempêtes, sa nostalgie de l'Angleterre quand il contemplait les couchers de soleil tropicaux, sa fierté secrète d'avoir donné son nom à une petite île perdue. Ces histoires étaient devenues sa nourriture véritable. Oh, il avait encore besoin du sang pour survivre, mais c'était devenu un geste mécanique presque médical. Ce qui le maintenait vraiment en vie, c'était cette immersion constante dans l'humanité des autres. Chaque lettre d'amour le réchauffait plus qu'un foyer. Chaque aveu de peur ou d'espoir le touchait plus profondément qu'aucun contact physique. Il s'arrêta devant une section particulière, les journaux d'enfants. Ceux-ci étaient les plus précieux, car ils capturaient l'humanité à l'état pur, avant que les conventions sociales ne viennent la corseter. Little Margaret, 8 ans, qui dessinait des licornes dans les marges de son cahier d'écolière et racontait ses conversations avec sa poupée de chiffon. Young Thomas, 10 ans, passionné d'histoire naturelle, qui décrivait avec un sérieux touchant ses observations des oiseaux dans le jardin familial. Ses enfants avaient grandi, avaient eu leurs propres enfants, étaient morts depuis longtemps. Mais dans ces pages, ils vivaient encore, éternels dans leur innocence et leur émerveillement. Vlad était devenu le gardien de ces moments fugaces que personne d'autre ne se souciait de préserver. Il retourna à son bureau où l'attendait sa correspondance du soir. Pas ses lettres, il n'en recevait jamais, mais celles qu'il interceptait, copiait, remettait en place avant que leurs destinataires ne s'aperçoivent de rien. Un art subtil qu'il avait perfectionné au fil des décennies. Les postiers de Londres, de Paris, de Vienne ne remarquaient jamais ce gentleman élégant qui s'intéressait d'un peu trop près au courrier. Ses pouvoirs lui permettaient de se mouvoir dans l'ombre, de pénétrer dans les maisons endormies pour consulter les journaux intimes laissés sur les tables de chevet. Ce soir, il avait sous les yeux la correspondance entre un père et son fils partis étudier à l'université. Le jeune homme cachait ses difficultés financières pour ne pas inquiéter sa famille. Et le père, de son côté, dissimulait sa maladie naissante pour ne pas perturber les études de son enfant. Cette tendresse mutuelle, cette protection réciproque touchait Vlad plus que tous les poèmes d'amour qu'il avait pu lire. Car c'était cela qu'il avait perdu en devenant ce qu'il était. La capacité d'aimer et d'être aimé simplement, naturellement. L'immortalité était une prison dorée dont les barreaux étaient faits de solitude. Il ne pouvait plus se lier vraiment à quiconque, car comment expliquer qu'il ne vieillissait pas? Comment avouer ce qu'il était devenu? Et même s'il l'avait pu, qui aurait accepté d'aimer un mort vivant? Alors il aimait par procuration,
à travers ces vies qu'il étudiait avec la dévotion d'un moine copiste. Il vibrait aux joies de ces inconnus, souffrait de leurs chagrins, s'inquiétait de leurs épreuves. Il connaissait mieux certaines familles que leurs propres membres ne se connaissaient entre eux, car lui seul avait accès à tous leurs secrets, à toutes leurs pensées intimes. Parfois il intervenait discrètement, une lettre perdue qui arrivait finalement à destination au moment crucial, un legs anonyme qui sauvait une famille de la ruine, un témoignage qui innocentait un homme accusé à tort. Ces petits miracles, il les orchestrait depuis l'ombre, ange gardien invisible de ceux dont il partageait l'existence en secret. Au fil des années, une idée avait commencé à germer en lui. Toutes ces histoires qu'il collectionnait, ces vies qu'il préservait de l'oubli, ne méritaient-elles pas d'être partagées? Non pas telles quelles, il respectait trop l'intimité de ses protégés pour cela, mais transformées, sublimées, offertes au monde sous forme de fiction. Il avait commencé à écrire, d'abord timidement, puis avec plus d'assurance. Il mêlait les destins, inventait des noms, changeait les lieux, mais préservait l'essence de ses vies, leur beauté, leur tragédie, leur humanité profonde. Ces manuscrits s'empilaient dans un coffre, car il n'osait les montrer à personne. Qui publierait les œuvres d'un homme qui n'existait officiellement nulle part? C'est alors qu'il avait rencontré Abraham Stoker. L'écrivain irlandais était venu au château pour des recherches sur le folklore local. Vlad l'avait d'abord observé de loin, intrigué par cet homme qui semblait partager sa passion pour les histoires humaines. Stoker collectionnait les légendes, les témoignages, les récits de voyage, avec la même avidité que lui collectionnait les correspondances privées. Ils avaient fini par se rencontrer presque par accident. Stoker s'était perdu dans la forêt par une nuit d'orage, et Vlad l'avait guidé jusqu'au château. L'écrivain était fasciné par cette immense bibliothèque, par l'érudition de son hôte, par sa connaissance encyclopédique de l'histoire locale. Ils avaient passé des nuits entières à discuter, Stoker posant 1000 questions sur les traditions, les superstitions, les personnages historiques de la région, Vlad répondant avec plaisir, heureux de partager enfin sa science avec quelqu'un qui l'appréciait. Il avait même montré quelques-uns de ses manuscrits à l'Irlandais, qui les avait lus avec admiration. « Ah, vous avez un don rare pour saisir l'âme humaine, lui avait dit Stoker. Ces personnages sont d'un réalisme saisissant. On croirait qu'ils ont vraiment existé. » S'il savait, avait pensé Vlad. Mais il s'était contenté de sourire et d'accepter le compliment. Puis Stoker était reparti, emportant avec lui des notes volumineuses et, sans le savoir, l'inspiration pour son futur chef-d'œuvre. Car dans ses carnets se mêlaient désormais les légendes locales et les confidences de son mystérieux hôte. Il avait été frappé par la mélancolie de cet homme cultivé, par sa solitude presque palpable, par son rapport si particulier à la mort et au temps. Vlad avait suivi la carrière de Stoker à distance. Quand Dracula fut publié, il reconnut certains éléments de leur conversation, certains détails du château, certaines réflexions qu'il avait partagées sur l'immortalité et la solitude. Mais Stoker avait tout transformé, avait fait de lui un monstre sanguinaire, là où il n'était qu'un collectionneur d'âmes mélancoliques. Il ne lui en voulait pas. Au contraire, il était fasciné de voir comment son histoire vraie avait été réinventée, comment sa tragédie personnelle était devenue un mythe universel. Stoker avait fait de lui le symbole de tous les prédateurs, de toutes les peurs nocturnes, de tous les dangers qui menacent l'innocence. Ironie du sort, lui qui consacrait sa non-vie à préserver et célébrer l'humanité des autres, était devenu dans la fiction le symbole de tout ce qui la nie et la détruit. Mais peut-être était-ce justice, après tout, car même s'il aimait l'humanité avec passion, même s'il la vénérait et la collectionnait, il restait fondamentalement séparé d'elle. Il était devenu l'observateur éternel, le témoin immortel, celui qui regarde vivre sans pouvoir vraiment participer. Dans le silence de sa bibliothèque, entouré de milliers de vies qu'il avait aimées et préservées, Vlad reprit sa plume. Il avait une nouvelle histoire à écrire, celle d'un écrivain irlandais qui était venu chercher des légendes et avait trouvé bien plus que ça. Une histoire qui ne serait jamais publiée comme toutes les autres. Car c'était là son destin. Être l'auteur secret de l'humanité, l'archiviste de ses joies et de ses peines, le gardien silencieux de ses plus beaux secrets.
Dans la littérature, il était devenu un monstre. Dans la réalité, il n'était qu'un homme qui avait trop aimé la vie pour accepter de la quitter.